Monsieur le sous-préfet, Madame la présidente de la Fédération, chère Claudie Miller, Monsieur le délégué général, cher François Vercouter, Monsieur le directeur de la CNAF, cher Daniel Lenoir, Monsieur le directeur de l'action sanitaire et sociale de la MSA, cher Bruno Lachenay, Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs les présidents et directeurs de la CAF du Maine-et-Loire, les régionaux de l'étape, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, présidentes, directeurs, directrices des centres sociaux et socioculturels, Mesdames et Messieurs les professionnels, Mesdames et Messieurs. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à vos journées professionnelles de l'animation globale sur les perspectives des centres sociaux à l'horizon 2025. Et au regard à la fois du cadre de travail qui nous lie, des affinités, pardonnez-moi ce mot, je l'ai employé sans votre consentement, j'espère ne pas trop vous engager par la réciprocité que ça sous-entend, ainsi que de la qualité de votre action, être ici cet après-midi avec vous était justement l'occasion de vous en témoigner. Et j'espère, Madame la Présidente, que j'aurai bientôt de nouveau l'occasion de vous témoigner de la reconnaissance que nous vous portons. Parce que les familles et la société tout entière évoluent, de nouveaux besoins émergent, il faut savoir les repérer. Et c'est votre rôle, c'est bien votre rôle que d'attirer l'attention de vos partenaires, les collectivités territoriales, les caisses d'allocation familiale, les caisses de la MSA et aussi l'État, sur les évolutions majeures en cours et à venir. Mais votre rôle ne s'arrête pas là. Vous êtes non seulement les témoins directs et attentifs de ces mutations, mais vous en êtes également des acteurs de premier plan, en particulier lorsqu'il s'agit de développer de nouvelles formes de solidarité. Vous ne subissez pas les mutations sociales, vous vous en saisissez, vous vous interrogez, vous les observez pour transformer et adapter votre action. C'est là la grande force, une des grandes forces de votre réseau, et vous êtes bien accompagné pour le faire par votre fédération nationale, comme en témoignent ces 3 journées. L'accord cadre que je m'apprête à signer avec votre fédération sera également signé par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et je crois aussi par ma collègue, la secrétaire d'État chargée du handicap et de l'exclusion. Signeront également cet accord les représentants des collectivités territoriales et des caisses nationales de sécurité sociale, au premier rang desquelles, bien sûr, la CNAF et la caisse de la MSA. C'est un acte fort de reconnaissance de votre action et de celle de l'ensemble des centres sociaux fédérés. Votre projet associatif est le seul à s'appuyer sur les capacités d'agir des personnes. Alors, j'hésitais à dire l'empowerment. Depuis que j'ai entendu Bruno Lachenay parler du fact-checking, je me suis dit que je pouvais y aller pour l'empowerment et à les faire émerger les capacités d'agir, mettre en lien les différents acteurs sociaux d'un même territoire, et ils sont nombreux. Et votre manière de travailler participe directement de la pertinence des politiques publiques telles que je les conçois. Je suis en effet convaincue qu'une politique publique gagne à être construite très en amont avec des associations comme la vôtre. C'est ce qui lui permet de s'adapter aux besoins des habitants ainsi que des familles sur un territoire. C'est également ce qui permet de sortir des logiques de dispositifs dans lesquels sont trop souvent enfermés à la fois les usagers les plus vulnérables et également les structures comme les vôtres. Et c'est enfin ce qui permet à ces habitants de devenir des acteurs de la vie de leur quartier et de contribuer au renouvellement de l'action publique. Cette méthode de la capacité d'agir, de la concertation en amont, de la construction, de la co-construction, c'est celle que j'ai utilisée, par exemple, pour construire la loi sur la protection de l'enfance, et dont je pense que le résultat est un résultat positif si j'en juge par la manière dont l'ensemble des acteurs sont en train de s'en saisir. Et quand je dis que j'ai utilisé cette méthode pour la protection de l'enfance, je ne parle pas simplement de la concertation avec les professionnels, je parle aussi de toute la phase de concertation qui a eu lieu avec à la fois les jeunes qui ont passé une partie de leur vie à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'avec les parents des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, qui sont incontestablement ceux qu'on entend le moins souvent. Les politiques publiques doivent donc s'adapter et innover. Les familles changent, leurs besoins changent aussi, et le gouvernement a fait le choix dès 2012
de regarder toutes les familles qui habitent en France telles qu'elles sont et sans a priori. Parce qu'elles sont la première forme de solidarité contre les phénomènes d'isolement social, nous avons choisi d'accompagner les familles au plus près de leurs besoins en veillant toujours particulièrement aux plus vulnérables d'entre elles. L'émergence des familles monoparentales, 20% des familles aujourd'hui, composées à 85% de femmes, on pourrait les appeler les mères monoparentales, ce serait plus juste que de les appeler des familles monoparentales, est à mon sens une évolution majeure des 30 dernières années en matière de sociologie de la famille. Et ces familles sont bien davantage encore que les autres exposées à la précarité, une vulnérabilité qui concerne en premier lieu les enfants, qui, lorsqu'ils vivent dans une famille monoparentale, voient leur risque de pauvreté multiplié par 2 par rapport au reste de la population enfantine. Nous avons pris des mesures spécifiques en faveur de ces familles, la revalorisation de 25% de l'allocation de soutien familial à partir de 2014. Nous avons mis en place la JIPA, la garantie des impayés de pension alimentaire, qui permet au CAF d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires. Elle permet aussi de compléter les pensions alimentaires de faible montant. Et pour parachever le système de la JIPA, une agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire verra le jour dès janvier 2017. Autre innovation sociale que j'ai souhaité encourager, que j'ai un peu impulsée, je dois le dire aussi, mais j'ai pu le faire parce que j'ai trouvé des partenaires enthousiastes pour le faire, c'est la mise en place du réseau d'entraide aux familles monoparentales. Ce fameux réseau Parents Solo et compagnie, qui est à mon sens l'exemple même d'un projet construit avec les associations et en premier lieu avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels, qui a proposé, et je l'ai volontiers accepté, de conduire une recherche-action dans 5 territoires préalablement au lancement de cette action. En partenariat avec les parents eux-mêmes et désormais avec 10 associations, dont la vôtre, nous développons des réponses locales pour accompagner justement la capacité d'agir des groupes de parents solos, aussi, mais également pour prévenir la stigmatisation, la solitude, l'isolement et l'épuisement auxquels ils sont confrontés. Et à ce propos, je souhaite remercier chaleureusement les représentants de la Fédération pour leur implication très forte dans ce projet qui n'est pas si facile, qui, reconnaissons-le, qui n'est pas un dispositif du tout, qui est totalement innovant et qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être un mot à cet instant sur l'innovation. Peut-être pour m'adresser à tous les responsables de centres sociaux qui sont ici. Je plaide pour le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à la fois vous demander, vous suggérer d'innover, accompagner vos innovations, vous aider à les réaliser et en même temps avoir à l'égard de l'innovation les mêmes exigences que l'on a à l'égard des dispositifs bien rodés, bien huilés. Et l'innovation suppose une part d'échec. Cette part d'échec, il faut l'assumer. Ce n'est pas l'échec de l'innovation. C'est ainsi, parfois on tente, ça marche à un endroit, et puis dans un autre, parce que la vie associative, parce que ce que vous faites, la matière humaine avec laquelle vous travaillez est par définition jamais uniforme, ce n'est jamais la même, elle repose justement sur ce que sont les hommes et les femmes qui la portent, et ça conduit parfois à des formidables succès et parfois à des échecs. Et je crois qu'il faut assumer, aussi bien du point de vue des porteurs de projets, qu'on peut échouer sur un projet à un endroit, mais qu'on peut en réussir un autre sur lesquels d'autres échoueront, et que pour les politiques publiques que nous conduisons, pour les acteurs publics que nous sommes, bien entendu chargés de contrôler le bon usage de l'argent public, il y a aussi une part d'échec, et qui parfois prend l'aspect d'un petit échec financier également, mais que c'est cette part d'échec qui nous permettra de faire des choses réellement nouvelles. Dans les politiques sociales, plus largement les politiques publiques, doivent innover, mais dans l'innovation, je crois qu'il y a une dimension particulière qui est indispensable à l'innovation, c'est le décloisonnement. Dans les politiques sociales, je m'attache à ne jamais séparer les questions relatives aux familles, aux enfants et aux droits des femmes. Vous me direz, c'est bien de moins avec le portefeuille que j'ai. Mais je pourrais gérer ce portefeuille de manière cloisonnée.
une administration peut très bien le faire. Donc un ministre pourrait également le faire aussi. Donc, si la cohérence de ce portefeuille, ce n'est pas l'addition de ces 3 secteurs, c'est les interactions et la compréhension cohérente de à quel point les familles, l'enfant, les femmes sont poreux, ce sont les mêmes qui les composent, et à quel point on ne peut pas mener à l'égard des uns des politiques qui ignorent celles que l'on mène à l'égard des autres. Et je crois que le décloisonnement, c'est à la fois le décloisonnement des projets, c'est le décloisonnement des acteurs, c'est le décloisonnement de la pluridisciplinarité et de la pluri-institutionnalité. Et c'est pour ça que si nous sommes rassemblés ici avec autant d'institutions, c'est que nous sommes dans des exercices de décloisonnement. Et c'est en pensant des sujets à la fois décloisonnés et cohérents que nous faisons progresser les politiques sociales de notre pays. Pour accompagner les évolutions de notre société, et cela a été un des questionnements de vos 3 dernières journées, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est dit dans les dîners hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des discussions animées, mais il n'y a pas eu de compte-rendu exhaustif. Voilà. Ce ne sera pas forcément l'objet d'actes de ces 3 journées, mais j'ai cru comprendre que vous aviez eu des discussions sur la logique de sortie des dispositifs qui nuisent trop souvent à l'efficacité de nos politiques sociales. Et il faut parfois, en effet, très peu de choses pour rompre une situation d'exclusion. Un voyage avec d'autres parents, un échange de quelques heures, un contact à mobiliser au cas où, mais ce genre d'action ne se rencontre pas dans des grilles préétablies des politiques sociales. J'ai été frappée au moment où on a lancé le réseau Parents Solo, que en fait, c'est pas moi, c'est plutôt eux. Quand vous êtes descendus dans les territoires, quand vous avez été au plus près, vous avez demandé aux institutions identifiées de vous transmettre leurs fichiers d'associations. Et en fait, vous avez découvert des associations qui étaient hors des écrans radars des fichiers. Toutes celles qui, par exemple, ne demandent pas de subvention. Et elles sont nombreuses, beaucoup de gens qui font des choses et qui ne demandent pas de subvention, ni à la CAF, ni à la commune, ni au département. Et ces associations-là, par exemple, sont en dehors des écrans radars et il faut aller les chercher avec d'autres outils, une autre démarche que celle simplement de la démarche administrative habituelle ou celle, disais-je, des grilles préétablies. Raisonner par dispositif empêche aussi la mise en place d'actions souples et adaptées à la diversité des situations. Tout à l'heure, a été évoqué les questions d'identité, sujet trop vaste pour que nous le traitions cet après-midi, mais les questions d'identité aujourd'hui sont aussi liées à la diversité des situations que vous avez à traiter, à l'atomisation des familles, des modes de vie, des cadres de vie, des lieux de vie des individus. Et le raisonnement par dispositif est justement souvent, lui, un raisonnement qui est cadré dans des schémas déjà bien identifiés. Et aujourd'hui, la diversité, on a beaucoup de mal à la faire rentrer justement dans ces grilles préétablies. Et donc, s'adapter à la diversité de situation permet justement d'apporter des réponses au plus près. Et ce n'est pas l'individualisation, comme j'entends parfois dire, des politiques publiques ou des politiques sociales. Ce n'est pas l'adaptation du monde du social à l'individualisme ou à l'individualisation que de chercher à élaborer des solutions pour répondre à la diversité des situations et à la diversité aussi des situations vulnérables. Cette démarche de décloisonnement ne peut se passer ni de l'appui des organismes de la branche famille, ni de celui des collectivités territoriales, ni de celui des acteurs du monde associatif. Les liens sociaux nous protègent des tensions. C'est essentiel pour préserver la cohésion sociale et la fraternité qui constituent, à mon sens, les premiers remparts au phénomène d'exclusion et de repli sur soi. L'action des centres sociaux et socioculturels en matière de lutte contre l'isolement, que ce soit auprès des personnes âgées, des familles monoparentales, des familles migrantes, est très précieuse et offre de nouvelles perspectives d'action. Avec la Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France adoptée ici même en juin 2000, vous aviez réaffirmé les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie, et vous les inscrivez au quotidien de votre action. En tant que professionnel des centres sociaux et socioculturels, aux côtés des bénévoles qui vous soutiennent et vous accompagnent, vous donnez tout leur sens à ces valeurs.
J'ai encore pu le constater lorsque je me suis déplacée en octobre dernier au centre social Roger Vaillant à Vénissieux, qui crée ces solidarités de proximité et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle des femmes par une action toutes ensemble, ou encore avec l'atelier d'éducation populaire Parlons ensemble, qui développe l'apprentissage du français et accompagne la citoyenneté. La lutte contre la pauvreté et la prévention de l'exclusion sociale passe non seulement par l'attribution de prestations familiales et sociales, mais également par un meilleur accès aux services sociaux. C'est pourquoi, depuis 2012, le gouvernement mène une politique globale de lutte contre la pauvreté, notamment au travers du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Grâce au maillage territorial de votre réseau, vous participez activement au programme gouvernemental d'accès aux droits et de lutte contre le non-recours afin de permettre le repérage des personnes en difficulté ainsi que leur accompagnement vers l'ouverture de leurs droits. Les personnes les plus vulnérables sont plus souvent que d'autres victimes d'exclusion sociale et marginalisées. Ce sont ces situations de rupture que nous devons identifier pour prévenir l'isolement, le chômage, les ruptures familiales, la monoparentalité, la vieillesse sont autant de situations qui accroissent les risques d'isolement. L'activité professionnelle peut permettre d'échapper à l'isolement et à la pauvreté, d'où l'importance d'aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, mais aussi vie personnelle et vie sociale pour qu'elles ne soient pas isolées chez elles. C'est l'un des enjeux du développement des modes d'accueil du jeune enfant. Ils permettent aussi la socialisation précoce de jeunes enfants et contribuent ainsi à réduire les inégalités en accroissant leurs chances de réussite scolaire. Les solutions d'accueil, nous en avons créé grâce aux collectivités locales et aux autres gestionnaires de crèches, comme les centres sociaux. Et au cours des 4 dernières années, vous avez ainsi contribué directement à la création de plus de 70 000 places d'accueil collectif avec le soutien des CAF et des caisses de mutualité sociale agricole. Et je sais pouvoir compter sur vous pour faire vivre plusieurs axes du plan d'action pour la petite enfance que j'ai lancé la semaine dernière suite au rapport que Sylviane Jean-Pinot m'a remis en mai dernier sur le développement du jeune enfant. Je pense entre autres au renforcement de l'égalité entre les filles et les garçons, au développement des initiatives culturelles et artistiques dans les lieux d'accueil, ou encore à l'aide à l'insertion professionnelle des parents en recherche d'emploi. Une autre politique dans laquelle les centres sociaux sont très investis et que j'ai souhaité renforcer, c'est celle d'accompagnement de la parentalité. Elle s'adresse à tous les parents pour agir en amont des situations de difficulté, en particulier au moment de la grossesse et de l'arrivée de l'enfant, étape essentielle dans la construction puis l'évolution des liens intrafamiliaux, puis l'entrée à l'école, l'adolescence ou encore les séparations familiales. Toutes ces étapes mobilisent fortement les acteurs du soutien à la parentalité. C'est pourquoi nous avons souhaité doubler les crédits que la branche famille y consacre. De 50 millions d'euros par an en 2012, ils sont passés à 100 millions d'euros par an en 2017. Comme l'a observé le Haut Conseil de la famille, la coordination est une dimension importante de la politique de soutien à la parentalité. Elle doit impliquer l'ensemble des acteurs au niveau national et local. Les référents familles des centres sociaux mettent en cohérence l'ensemble des actions relevant du champ de la famille et de la parentalité avec le projet social du centre. Ils garantissent que les besoins des habitants du quartier sont correctement pris en compte et permettent de repérer les besoins nouveaux liés à l'émergence de nouvelles problématiques familiales. Tous les outils de soutien à la parentalité contribuent directement à la prévention de l'exclusion et à toutes les formes de radicalité. Se sentir acteur d'une politique, plus que simple bénéficiaire, c'est se sentir capable d'agir vers et pour les autres. Il faut que nous changions notre regard sur les usagers des politiques sociales. Les usagers sont les meilleurs experts des politiques sociales et bien souvent, nous ne leur demandons jamais comment ils les ont reçues, comment elles ont été conçues, comment ils les vivent. Et après, nous nous étonnons que les politiques sociales que nous mettons en œuvre ne produisent pas les résultats que nous en avions attendus. C'est ce que vous faites, et nous en avons souvent parlé ensemble, par exemple dans la prévention de la radicalisation, en encourageant les familles dont les enfants sont radicalisés à échanger entre elles avec d'autres familles qui ont connu des expériences similaires pour pouvoir ensuite les partager avec de nouvelles familles qui découvrent la même expérience.
Les femmes victimes de violences peuvent aussi souffrir d'un isolement qui s'inscrit dans la stratégie psychologique du bourreau. Il faut donc libérer leur parole, faciliter les échanges et prévenir ces violences. Le 5e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes, que j'ai annoncé, qui couvrira la période 2017-2019, je l'ai annoncé hier, vise notamment à améliorer, j'ai beaucoup insisté là-dessus, le maillage territorial, en particulier dans les zones rurales. Ce plan poursuit le plan précédent par de nombreux aspects, mais il fait aussi place à des nouveaux entrants dans la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, les jeunes femmes, moins de 25 ans, les enfants, qui sont témoins, donc victimes de violences faites à leur mère, et enfin les femmes des zones rurales. Dans ces territoires, en effet, les femmes sont plus éloignées des dispositifs d'aide, et afin de mieux les accompagner, des permanences d'écoute seront installées. On ne pourra pas mailler l'ensemble du territoire d'associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est techniquement impossible. En revanche, les territoires recèlent de nombreux intervenants, de nombreuses structures, et il faut s'appuyer sur le tissu associatif, sur le tissu social existant pour impliquer et former ce tissu social au repérage, à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça, j'évoquais il y a un instant, que des permanences d'écoute seront installées dans les maisons de services publics. Et je vous proposerai, je l'ai déjà un peu évoqué, des conventions de formation qui seront conclues entre l'État et les réseaux associatifs ou les institutions sociales présentes en zone rurale, de façon à ce que vos agents puissent aussi repérer les signaux faibles des violences commises contre des femmes et les adresser, les aiguiller vers des professionnels capables de les accompagner et de les extraire de cette violence. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre en toutes les formes de violence, notamment celles infligées aux enfants. Elles trouvent leurs racines au sein même des familles, la maltraitance des enfants, les violences conjugales, les séparations tendues, c'est tout ce que vous connaissez parfaitement bien. Et donc, face à ces constats, l'État a bien évidemment un rôle à jouer en matière de lutte contre les violences, en s'appuyant, entre autres, sur les différents acteurs du soutien à la parentalité dont vous faites partie. Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer et du fait de votre contribution active aux politiques que soutient le gouvernement, ce qui n'empêche nullement l'autonomie de chaque centre social, nous avons souhaité dégager des moyens supplémentaires pour favoriser le développement des centres sociaux dans les quartiers politiques de la ville. Ce sont donc près de 150 quartiers dans lesquels la présence est nécessaire mais encore absente qui seront concernés. Avec la CNAF, le gouvernement a donc décidé de financer la préfiguration de nouveaux centres sociaux et socioculturels dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui n'en disposent pas. Ce seront donc des postes de préfigurateurs qui seront financés afin de préparer l'implantation d'un centre social dans ces quartiers, rechercher la localisation la plus opportune, travailler sur le montage du projet avec la recherche de financement et identifier quelles sont les spécificités et les besoins de chaque quartier. De premiers financements pourront être attribués à partir de cette fin d'année. Ils se poursuivront en 2017. Ils devraient être, vous me reprendrez, monsieur le directeur général de la CNAF, si je m'avance trop sur ce dossier, mais je crois qu'ils seront confirmés lorsque le conseil d'administration et la CNAF auront voté le budget initial d'Action sociale début décembre. C'est en bonne voie puisque la commission d'action sociale l'a déjà voté mardi. En conclusion, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas douter de la force des solidarités familiales et citoyennes, ni de la capacité de notre société dans son ensemble à se mobiliser, à agir, à trouver les réponses nécessaires pour entourer, pour prendre soin, pour inclure pleinement les plus vulnérables dans la vie de la cité. Mais il est aussi du devoir de tout responsable politique d'encourager la cohésion sociale et de soutenir un modèle de société solidaire et fraternelle. En réaffirmant le pouvoir d'agir des personnes, les solidarités de proximité développées par les centres sociaux à l'échelle des quartiers, à l'échelle des territoires, participent au vivre ensemble et lui donnent tout son sens. C'est donc avec beaucoup de plaisir, beaucoup de conviction que je vais signer dans un instant cet accord cadre. Je vous remercie.